L'inclusivisme, c'est forcer le collectif à s'adapter à chaque différence individuelle. On le voit très bien pour la question des toilettes. Les toilettes pour les LGBT+, trans, c'était... Je l'ai senti. J'ai le nez pour les voir. Pourquoi je suis flou? Oui, alors qu'est-ce que j'avais mis de côté vite fait? Oui, j'avais mis ça. Attendez, il y a celle de Viktorovitch qui parle de qui sont les honnêtes gens. Et en vrai, je trouve que c'est un vrai débat. Qu'est-ce que les politiques entendent par les honnêtes gens? Moi, j'ai un peu mon idée derrière la tête, mais je veux voir comment il se défend. Si ça vous dit, venez, on se mate ça. Venez, on se mate ça parce que le débat, je le trouve intéressant. Après, peut-être je vais être déçu finalement. Mais le débat sur les honnêtes gens, je le trouve cool. Je préfère être déçu avec Viktorovitch. Mais Viktorovitch, en fait, j'ai beau ne pas être d'accord avec lui sur des trucs, il reste plutôt bon, hein. Il reste plutôt bon. C'est juste qu'il y a des désaccords, notamment sur la place qu'il donne à la rhétorique dans sa vision de la politique. Mais de la même manière que Jean Massier donne énormément de place au droit constitutionnel dans la politique. Et du coup, ça donne vraiment une vision un peu normie, un peu bête, un peu dépolitisante aussi. En fait, pour moi, si on voudrait avoir un individu bien solide, il faudrait que Klimovitch fusionne avec Nota Bene. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, je trouve qu'un truc qui lui manque, c'est l'histoire. C'est-à-dire que c'est pas un personnage qui te parle beaucoup d'histoire en soi. Je trouve, hein. Imaginez si les deux cerveaux fusionnaient, ça serait intéressant. On aurait à la fois un mec doué sur les prises de parole, la politique, et en même temps un mec qui peut se baser sur de l'histoire. Bref, il est trop idéaliste. En tout cas, il est un peu libéral, on sait pas trop quoi. Un peu libéral, j'aime pas trop Mélenchon, écrit fort. Massier, il fait de la politique comme il commenterait le foot. Je suis même pas d'accord parce que il me paraîtrait plus sympathique s'il commenterait la politique comme le foot déjà. Donc c'est pas le cas. J'ai pas l'impression d'avoir la même sympathie que pour un commentateur sportif. Non, il commente la politique comme dans un salon mondain. Ah tiens, est-ce que t'as parlé au DIRCAB de Nathalie? Le DIRCAB de Nathalie, il a peut-être un plan, une OPA de rachat public sur le groupe qui permet de faire un lobbyisme à l'écologie à l'Europe. Est-ce que t'as des infos là? Est-ce que t'as des infos sur les municipales? J'ai vu Didier, il a dit que les militants étaient chauds. Non, en plus, je mens, il parle même pas de militants. En soi, il parle jamais de militants de terrain. Ça n'existe pas. Les gens qui font des tracts, les petites mains, ça n'existe pas dans l'univers de Jean Massier. Tout ce qui compte, c'est la communication. C'est pour ça qu'il met sur le même plan Tondelier, Ruffin, Mélenchon, etc. Je suis trop bête, en fait. Allez, let's go. Ce matin, sur un concept, une notion, un slogan, je sais pas ce qu'il faut dire. En tout cas, c'est très à la mode en ce moment dans le discours politique. C'est la référence aux honnêtes gens. La semaine dernière, le quotidien Le Parisien se demandait pourquoi les politiques s'arrachent cette expression. Amélie de Montchalin oppose sur MaPrimeRénov' les honnêtes gens aux fraudeurs. Moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est pour ça que le débat m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut relier la catégorie des honnêtes gens à la catégorie des producteurs? Est-ce que être un honnête gens, c'est être quelqu'un qui a son rythme de vie métro boulot dodo, qui fait tout ce que l'État lui demande, à savoir être un citoyen qui paye ses impôts, qui va bien, qui respecte les lois, blablabla. C'est ça un honnête gens. Mais donc c'est quelqu'un qui travaille. Je pense que un des facteurs qui crée vraiment la différence, c'est que on ne peut pas appeler un honnête gens quelqu'un qui il fait tout bien, il respecte les lois, blablabla, mais il vit du RSA ou il est au chômage. Ça n'est pas un honnête gens. Vous comprenez? Moi, je pense qu'il y a une filiation à faire avec la catégorie des producteurs et donc des travailleurs. Donc oui, il y a du produit. En fait, il y a du. Moi, si le débat m'intéresse, c'est d'essayer de cerner le producérisme qu'il y a derrière, tu vois. Oui, on est d'accord. Bon, moi, j'ai cette intuition, mais oui. Honnête, ça veut dire par opposition au malhonnête. Oui, et ce qui est malhonnête, c'est de profiter des aides aussi. Et du coup, à partir de cette analyse que moi je fais d'intuition que la catégorie des honnêtes gens va se rapporter à celle du producteur et donc dans une forme de producérisme, est-ce que Clément Viktorovitch va être capable d'avoir les mêmes soupçons? Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que je vais pouvoir le critiquer en disant qu'il est bête et il a pas vu le truc venir? Et tu penses qu'ils mettent où les handicapés à la hache? Mais en fait, c'est classique. Ça veut dire qu'ils aiment bien parler des assistés, puis une fois qu'ils constatent le vécu des personnes assistées, à savoir potentiellement des handicapés qui ont vraiment besoin de la hache ou des trucs comme ça, ils se remettent en question. Et ils vont rentrer dans la même logique que les racistes, ils vont dire « Ah oui, mais toi, c'est différent. » Je veux dire, t'es d'accord avec moi, il y en a quand même beaucoup des assistés, mais toi, c'est différent. Toi, je te connais. Accablé de normes et d'impôts, de ceux qui travaillent dur sans jamais se plaindre. Quant à Bruno Retailleau, il souhaite remettre au cœur du logiciel de la droite la défense des honnêtes gens. Mais qui sont les honnêtes gens? On pose la question. Ce sont les gens qui ferment leur gueule. Ce sont les gens qui font leur petite vie dans le cadre prévu par les institutions et qui ferment leur gueule. Je pense que c'est ça aussi la distinction, c'est qu'ils ferment bien leur gueule, quoi. Les non-insoumis, à mon avis, les insoumis,
insoumis ne sont pas des honnêtes gens. Les puissants ne sont pas des honnêtes gens parce que les honnêtes gens, c'est pas la catégorie des puissants. Vu que c'est des gens qui sont humbles. Être une honnête personne, c'est être une personne humble. Donc c'est pas un ultra riche, un honnête gens. Un honnête gens, c'est quelqu'un qui a besoin de la protection de l'État, qui a besoin de la protection des ultra riches et qui la mérite. Parce qu'il fait tout comme il faut bien faire. Donc, ça n'est pas un puissant. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Ça n'est pas un insoumis, ça n'est pas un puissant, donc c'est un soumis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Une personne honnête, un honnête gens est un soumis. C'est pas plus compliqué que ça. C'est quelqu'un qui ferme sa gueule, c'est un soumis. En tout cas, il est soumis à ce que le système lui propose. Bruno Retailleau définit ainsi les honnêtes gens, ceux qui croient au travail, à l'effort, au mérite. Ah, bah vous voyez, putain, c'est intéressant. Retailleau, il invoque immédiatement les catégories de producteurs. Travail, effort, mérite, qui sont les carburants du producteur. Donc on y est en fait. Ceux qui ne cassent rien, ne manifestent pas, paient leurs impôts, élèvent leurs enfants. Ne manifestent pas. Mais alors attends, ne manifestent pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manif pour tous, c'était pas des honnêtes gens? Retailleau. Que pensez-vous, Pierre-Henri Tavoyot, de cette définition et si elle vous plaît pas, quelle serait la vôtre? Non, si on prend un peu de recul par rapport à cette utilisation politique, ça fait référence à quelque chose d'assez ancien qu'est la... Bon, c'est qui lui? Vous le connaissez? Qu'est-ce qu'il vaut? Philosophe libéral nul. Ouais, il a une vibe comme ça. Souvent, ils ont des costards comme ça, les libéraux nuls. Analyse du style. Je mets une chemise, mais elle est un peu froissée, car je suis un mec cool et un peu déjanté, et je n'ai pas eu le temps de la repasser ce matin. Je n'ai pas mis de cravate, car je ne suis pas esclave des institutions, je suis un libre penseur. Mais j'ai mis un costard, car je suis tout de même un citoyen, une personne qui respecte les règles, mais un peu au-dessus de la masse, car je porte du gris. Gris comme la couleur de ce qui est ancien, car je plonge mon regard dans les livres, dans la connaissance, dans les philosophes, pour vous en extraire la substantifique moelle que je vous rapporte sur France Inter, et qui vous permet, vous, auditeurs, de comprendre les... Bref. Et progressivement, dans l'humanisme des Lumières, émerge cette idée de l'honnête homme, alors qui rejoint une thématique. Alors, premier gaslight. Qu'est-ce qu'on appelle l'humanisme des Lumières? C'est qui? Il a une adresse, il a un nom. Parce qu'ils sont pas tous d'accord entre eux. Il me semble pas que Rousseau soit d'accord avec Voltaire sur ce qu'est un honnête homme. Déjà, premier problème. C'est que ce genre de penseurs, ils adorent considérer les Lumières comme un seul et même truc dont on devrait être fier sans même se poser la question de qui parle. Et spoiler, quand ces gens-là invoquent les Lumières, ils invoquent plus Voltaire que Rousseau. Vous comprenez? L'honnête homme, alors qui rejoint une thématique d'Aristote, on fait un peu de philo, hein, c'était pas loin du bac de philo. Thématique d'Aristote, c'est l'honnête homme, c'est celui... Ça peut pas faire de mal. C'est celui qui est au milieu des extrêmes, c'est-à-dire courageux, mais pas ni téméraire, ni velléitaire. Oui, Aristote avait des esclaves. C'est bien, oui, Aristote, bah oui, c'est bien, un grand penseur, très intéressant, mais c'était un grec avec des esclaves, il était plutôt à l'aise, et ce qui lui a permis de faire de sa vie un grand projet d'instruction, parce qu'il en avait les moyens, en fait. C'est un mec qui pouvait vivre de ça, en fait. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas pu être Aristote, parce que Aristote était dans une situation plutôt cool. Donc oui, c'est un centriste, mais c'est parce qu'il est pour le système, c'est le système qui lui permet d'être. Celui qui est audacieux, mais voilà, toujours très limité, très au centre, voilà, au centre, on va dire. Et François Bayrou. Qui rejoint aussi la thématique d'Aristote de la défense de la classe moyenne comme étant la seule solution à apporter. Attends, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Aristote a dit la défense de la classe moyenne, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ce qu'il appelle, ou ce qu'on appellera plus tard, la lutte des classes. Oui, mais donne-nous le terme auquel Aristote se réfère. Il parle pas de classe moyenne, Aristote. Le glissement, mais non, mais il y a un glissement historique qui est incompréhensible. De quoi parle Aristote? Il n'utilise pas le terme classe moyenne. Explique-moi le terme qu'il utilise. C'est trop bizarre. Donc c'est vraiment cette image de la médiocrité et qui, dans l'univers démocratique, effectivement, tend à s'imposer. C'est-à-dire, c'est la majorité silencieuse, c'est alors plus ou moins silencieuse. Ouais. Ah oui, mais elle vous en profite bien, la majorité silencieuse, parce que vous pouvez vous permettre de vous faire la voix de la... En fait, quand vous entendez majorité silencieuse, n'oubliez pas que c'est souvent des gens qui ont envie de se faire le porte-parole de cette majorité silencieuse. N'est-ce pas, Juan Branco? Cette majorité silencieuse, et au fond, c'est ce qui constitue le peuple quand il n'est pas dans son extrémité, quand il n'est pas une foule, quand il n'est pas une populace. Mais en fait, cette majorité silencieuse, elle n'existe pas. C'est simplement que les messages qu'elle transmet, vous ne les écoutez pas. Parce que soit ils vous paraissent débiles, soit vous n'avez que faire
de leur expression. Et voilà. Mais je veux dire, la majorité silencieuse, potentiellement, elle a ses formes d'expression. Quand elle est vénère, elle crame une poubelle. Quand elle est, je sais pas, elle va au stade, elle regarde un match, elle est heureuse. Enfin, je sais pas, il y a plein de modes d'expression, quoi. Il y a plein de manières d'essayer d'avoir une lecture de cette fameuse majorité silencieuse qui ne s'exprime pas politiquement. Alors que si, elle le fait. Mais c'est juste qu'elle le fait pas selon ce qui est attendu. Donc en fait, tu ne l'écoutes pas. Elle est silencieuse parce que tu ne l'analyses pas, en fait. Et pour vous, alors, définition, est-ce que déjà vous reconnaissez dans les mots de Bruno Retailleau, et est-ce que vous avez une définition alternative Allez, Klemovic. Et là, on est pro Klemovic. Allez, baise-le, ce libéral de merde. Bon, après, je dis ça. Du coup, ça va pas marcher. J'espère qu'il va le baiser un peu, là. Non, mais attends. Et Klemovic, Aristote, lutte des classes. Là, t'as déjà un truc pour rentrer dedans, là. Eh bien, moi, mon travail ne consiste pas à faire la généalogie d'une notion, mais plutôt à me demander qu'est-ce que des mots font. Ah, voilà. Vous voyez pourquoi je vous dis? Le problème, c'est qu'il lui faudrait un nota bene mental dans la tête. Mon travail n'est pas de faire la généalogie. Oui, mais ton travail serait aussi beaucoup plus intéressant si tu savais faire les deux. C'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que des mots font à l'opinion publique? Qu'est-ce qu'ils produisent dans la rhétorique politique? Okay. Et la première chose qu'il faut dire déjà, c'est que... Bah oui, mais le problème, c'est que pour comprendre ce que ça produit, c'est intéressant de voir la généalogie de la notion et ce qu'elle a produit par le passé. En fait, c'est trop bizarre de se présenter en disant « je ne fais pas ce travail-là ». Bah, ça veut dire que ton travail, il n'est pas exact. Puisque si tu peux pas te baser sur ce que la notion produit par le passé, tu n'arrives pas à cerner son évolution et donc l'évolution de son utilité. Parce que si le terme existe toujours, c'est qu'il a son efficacité en politique. Et pour étudier son efficacité, il faut en faire la généalogie. Alors je sais que c'est un travail exigeant, hein, et il n'a pas forcément le temps de le faire. Mais c'est trop bizarre de dissocier les deux. En rhétorique politique, un concept se pose toujours par rapport à sa contradiction. Oui, je suis d'accord avec lui. Les honnêtes gens et du coup les gens malhonnêtes. Qui sont les gens malhonnêtes? On entend derrière ceux qu'ils fustigent par ailleurs. D'une part, les assistés. Ah, voilà, là j'aime bien. Là. Il va sur le terrain des assistés et des producteurs. Ça me va. D'autre part, les barbares, les délinquants, les voyous. Bon, il a tout un chapelet comme ça de termes disqualifiants. Et on retrouve en fait derrière la France des honnêtes gens, au fond, une rhétorique de droite assez traditionnelle avec des catégories sur lesquelles il est de bon ton de taper publiquement. Le mec a une tenue. Ah oui, petit point tenue Viktorovic. Petit point tenue, je suis un mec raffiné par la couleur de mes bagues. Un mec cool, ambiance zen, ambiance huile essentielle. Je t'ai fait du thé, ma chérie. Viens t'allonger sur le canapé, je vais te parler de Spinoza. Allez. Position-là, cette expression, je crois, elle crée quelque chose. Elle crée une forme d'ontologie de l'honnêteté. C'est comme s'il y avait une partie des Français qui ne sont pas définis, mais qui seraient par définition honnêtes, profondément honnêtes. Et là où ça devient, je trouve, assez fascinant, c'est que cette définition qui est ancienne, cette thématique qui, elle, remonte, Jean-Marie Le Pen employait déjà cette... Oui, et le premier à vraiment l'articuler, c'est Proudhon, ne l'oubliez pas, le producérisme, donc cette vision de la lutte des classes. En fait, il y a eu un affrontement de deux visions de la lutte des classes. Celle du marxisme, qu'on connaît, prolétaire, capitaliste, blablabla, et celle du producérisme, producteur et parasite. Et il y a les parasites d'en bas, un peu l'idée du lumpen, mais en fait c'est les assistés, et globalement ça peut être des immigrés, mais ça peut être aussi des handicapés, enfin bref, il peut y avoir une notion eugéniste en fait dans le traitement de ces assistés, et c'est pour ça que Proudhon a été récupéré par l'extrême droite, hein, on se rappelle, parce que dans sa philosophie, dans sa pensée, cette catégorie des assistés était tout à fait compatible avec une espèce de national-socialisme. Et c'est à partir de Proudhon, notamment, qu'on va essayer de créer une architecture socialiste à des programmes nationalistes. Et c'est pour ça que le national-socialisme, les gens le défendent en disant « mais c'est complètement con de dire que c'est vraiment du socialisme ». En tout cas, c'est du socialisme à la Proudhon, donc c'est potentiellement compatible avec un national-socialisme. Et c'est pour ça que je trouve que les gens sont bêtes dans l'affiliation. Mais du coup, il y a les assistés d'en bas et il y a les assistés d'en haut. Et les assistés d'en haut, c'est ceux qui font une ponction de la valeur sur le travail. Après Proudhon, il a eu un problème pour essayer de définir la survaleur du travail accaparé, tout ça. Marx a toujours été bien meilleur pour essayer de comprendre cette notion de plus-value et tout ça. Mais par contre, Proudhon a eu son propre système de compréhension de la lutte des classes, qui est celui du producérisme, et ensuite il s'est transmis, et il est devenu un producérisme racialisé, où les catégories d'assistés sont désormais des catégories raciales, qui permet de constituer une unité des producteurs blancs, en tout cas ethniquement purs, à savoir les capitalistes et les producteurs main dans la main, patrons blancs et employés blancs main dans la main, unis dans la fraternité de la nation, dans le sang
français qui coulerait dans ses veines, il doit faire l'union contre les agents de l'extérieur qui n'ont que faire de cette fraternité nationale et qui sont donc les assistés d'en bas qui volent le travail des Français et les assistés d'en haut qui sont les mondialistes, capitalistes, ou alors, pour en revenir à un truc plus cassif, les juifs qui contrôlent la finance mondiale pour permettre le chaos, la féminisation des occidentaux, que sais-je. George Soros, mes couilles. Vous avez compris un peu. C'est un modèle de lecture de la lutte des classes. C'est un modèle de lecture de la lutte des classes qui a fini par devenir d'extrême droite. Et on appelle ça le producérisme racialisé. Donc au final, les honnêtes gens, c'est une manière de parler de cette catégorie des producteurs, main dans la main avec les patrons, face aux assistés d'en haut et d'en bas. Voilà. Et ce qui s'est passé en Allemagne nazie, et ce qui a été le phénomène en Allemagne nazie, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, c'est qu'il s'est passé aussi, à partir de cette lecture producériste, quelque chose qui n'était jamais arrivé avant, ou tout du moins qui n'était pas arrivé à ce point-là, c'est que les producéristes, avec cette lecture-là, partaient déjà du principe que les juifs, par la créance, étaient des capitalistes chaotiques et qu'ils allaient littéralement foutre la merde. Et arrive une immigration, qui est celle des juifs rouges, les juifs persécutés par les pogroms en Europe de l'Est, qui arrivent dans les pays comme l'Allemagne ou la France ou l'Angleterre, et d'un coup, les producéristes se retrouvent avec les juifs d'en haut qui seraient les méchants capitalistes usuriers qui foutent la merde et qui sont en train de déstabiliser le pays, et les juifs d'en bas qui sont ceux qui viennent de débarquer, qui sont communistes et qui volent le travail des Français. Et c'est comme ça alors des Français et donc des Allemands. Et c'est comme ça que, boum, on va se retrouver dans un truc de les juifs sont le problème parce qu'ils sont le problème en haut et ils sont le problème en bas. Et c'est comme ça que ça va légitimer d'arriver aux pires atrocités. Parce que ça n'est plus juste une catégorie d'en haut, mais celle d'en bas aussi. Ça devient le problème. Et c'est comme ça que ça a été légitimé comme, on a fini par légitimer soit le fait de créer Israël comme une solution pour se débarrasser des juifs, parce que c'est ça, hein, c'est cette croyance que le juif est sans terre, et que vu que le juif est sans terre, il lui faudrait une terre, et cette terre, elle est en Palestine. Elle est Israël. Voilà, c'était ça l'idée à la base. Et ensuite, ça a justifié le génocide qu'on connaît, la Shoah. Il me semble qu'aujourd'hui, elle crée autre chose dans la vie politique. Par exemple, Gérald Darmanin a proposé, ça a fait peu de bruit récemment, que les délinquants financiers ne soient désormais plus passibles de peine de prison. Mais du coup, ils vont juste avoir des amendes. C'est complètement con. Vu qu'ils ont plein d'argent, ils peuvent payer toutes les amendes du monde, en fait. Et ça n'est pas une manière de les punir. C'est une manière de les forcer à vous faire un chèque. C'est pas pareil. Ils le font un peu à contre-cœur, mais ils le vivent pas comme une punition. Ils le vivent comme, je sais pas moi, un cadeau de Noël en avance. Donc là, ce qu'on voit, c'est que des atteintes importantes vont être moins punies. Pourquoi ? Parce que ce sont des honnêtes gens. Ils sont profondément bons. Et donc, comme ils sont profondément bons, il n'y a pas besoin de les frapper. Donc ils sont honnêtes. Après, là, il est en train de rentrer dans le truc de dire les honnêtes gens, c'est surtout les capitalistes les plus riches, ceux à qui on veut enlever les peines de prison s'ils font des dingueries. J'ai plutôt l'impression que quand Retailleau parle des honnêtes gens, il essaye de fédérer sur la base électorale du Rassemblement national, sur une espèce de classe moyenne respectable, productrice. Ce que je distingue derrière moi, c'est une forme de rupture d'état de droit, le fait que la loi soit de plus en plus clémente à l'égard de ceux qui sont perçus comme des honnêtes gens et qu'elle soit au contraire de plus en plus sévère à l'égard de ceux que l'on définit comme des voyous ou des assistés. Oui, voilà, on a il a raison. Du coup, là, un peuple clivé, Pierre-Henri Tavoyot, contrairement à ce que vous disiez sur, la masse des honnêtes gens, voilà. Oui, en fait, dans l'échiquier politique, si on fait référence à la critique... Je sens que ça va être encore pourri. Dans l'échiquier politique, blablabla, vas-y. Justement, des honnêtes gens, elle a existé à gauche comme à droite. Ah, oui, il a raison, oui. À gauche, c'est la critique du petit bourgeois. Le petit bourgeois, c'est quoi ? C'est le prolétaire qui n'a pas conscience de la lutte des classes et qui a envie de devenir un bourgeois au lieu de faire la révolution. Est-ce que les prolétaires marxistes appelaient les petits bourgeois ou les aspirants bourgeois les honnêtes gens ? Non, n'aime pas que. Non, autre que. Non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. C'est bizarre. En fait, le fait qu'ils le prennent comme une critique des marxistes, genre en mode « connard, tu fais pas la révolution avec nous ?» Pas sûr. Du coup, ils se positionnent plutôt comme contre-révolutionnaires immédiatement, quoi. À droite, c'est le mouton de la populace. Et le fascisme dénonce précisément ces honnêtes gens comme étant ceux qu'ils ne voient pas... Il est con. Ah non. Les dangers et conflictualité.
Bah non, c'est tout l'inverse. Mais attends, mais il est con à ce point-là. Le mouton de l'Aïd, plutôt, celui qui va se faire égorger par les chances pour la France, c'est ça? Mais non, mais là où il est con, c'est que dans les discours d'extrême droite, il n'est pas reproché. Alors, des fois, ça arrive, hein. Des fois, t'as des posts. En fait, si vous prenez des posts de gogol d'extrême droite qui manipulent ces notions-là, de temps en temps, mais c'est plutôt rare, ils vont dire « Français, réveillez-vous! Vous ne vous rendez pas compte de ce qui vous arrive! Il est temps d'ouvrir les yeux sur ce que cette racaille vous fait! » Mais c'est de moins en moins le cas. De plus en plus, leur rhétorique, ça va être de dire « Les honnêtes gens savent très bien ce qu'il se passe en France. Les Français ne sont pas bêtes. Les Français savent très bien ce qu'ils pensent. Et c'est pour ça que Marine Le Pen va gagner. Pour l'instant, ils se tiennent tranquilles. Ils mènent leur petite vie, ils ne font pas de bruit. Mais ils n'en pensent pas moins. Et vous verrez en 2027 ce qui va arriver, blablabla. » C'est plutôt la rhétorique qu'on a en ce moment. Donc c'est plutôt faux de dire que actuellement, l'extrême droite, c'est surtout un reproche qu'elle fait aux honnêtes gens de ne pas ouvrir les yeux sur l'immigration. Non, elle a plutôt tendance à présenter les honnêtes gens comme cette minorité, enfin c'est plutôt cette majorité silencieuse qui ne s'exprime pas parce qu'elle a peur, mais qui est tout à fait acquise aux idées de l'extrême droite. C'est plutôt comme ça que ça nous est présenté, donc déjà c'est faux. On trouve aussi une critique des honnêtes gens du côté de l'anarchisme, avec l'idée qu'il faut lutter contre toute forme d'institution et valoriser ce qu'on entend beaucoup aussi, la désobéissance civile, c'est-à-dire L'obéissance civile, c'est un mode d'action, c'est pas spécialement anarchiste, quoi. l'idée qu'au fond, le véritable bon citoyen en démocratie aujourd'hui, c'est le désobéisseur civil. Mais qui l'a invité, lui? La critique des honnêtes gens, c'est quelque chose qui est partagé et qui ne relève pas simplement d'un camp politique. Ça veut dire qu'il faut obéir pour être membre du club des honnêtes gens? Oui, je pense qu'il faut obéir. En fait, là où il est, désolé, je mets du contexte. La désobéissance physique, mais comme d'autres stratégies politiques, comme par exemple la non-violence, si on revient à Gandhi ou des trucs comme ça, ce sont des stratégies politiques, mais elles ont leurs effets dans un contexte. En fait, la désobéissance civile fait sens si elle a son efficacité. La non-violence fait sens si elle a son efficacité. Spoiler, aujourd'hui, elle n'en a plus. Pourquoi? Parce que la différence avec Gandhi, c'est qu'à l'époque, Gandhi, il n'y avait pas des télévisions publiques qui pouvaient constamment prendre les images de ce que faisait Gandhi pour dire que c'était un connard. Le problème, c'est que c'est ça aujourd'hui. C'est que quand t'as des gens qui se cimentent sur des autoroutes pour protester contre le réchauffement climatique et l'inaction climatique, le problème, c'est que t'as 10 chaînes de télévision qui se repassent les images en boucle pour dire « Oh là là, quelle bande de connards qui font chier les gens qui roulent en bagnole !» Et je le pense un petit peu aussi. Mais c'est pour vous dire que le problème de la non-violence, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible à cause de ça. À cause du fait qu'il y a un contrôle. En fait, pour reprendre un peu une take d'arcade d'ailleurs, les non-violents, ce sont devenus les médias. Ce sont eux les non-violents. Si vous les écoutez, ils ne parlent que de non-violence, vu qu'ils vous demandent sans cesse de condamner la violence. Donc la non-violence est un mode opératoire qui n'a plus d'intérêt. Pourquoi? Parce que même si tu fais des actions non-violentes, premier problème, si une personne est un minimum violent dans votre action, alors c'est sur elle qu'on va se focaliser. S'il y a une image, c'est sur elle qu'on va se focaliser et c'est elle qui sera le portrait du mouvement. C'est ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes. La marche des Gilets jaunes, 90% des gens ne foutent absolument pas la merde. Et dès qu'il y a quelqu'un qui commence à balancer un truc sur les flics, regardez, la violence des Gilets jaunes, c'est ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui se passera désormais avec chaque mouvement social, parce que c'est pour ça que les milliardaires rachètent des médias. Parce que le but, c'est d'avoir les images et d'être les premiers à les commenter et donc à leur donner du sens. Parce que ce que veulent les gens, c'est comprendre le sens de ce qui se passe. Et vu que c'est eux qui détiennent la manière de donner du sens à ce qui se passe, ils ont gagné sur le terrain de la non-violence. Car ils se présentent, eux, médias, comme défensant l'ordre établi et donc la non-violence, le fait de ne pas contester l'ordre, et donc ils invitent à la non-violence. Et donc les mouvements sociaux sont forcément violents. Donc nous ne pouvons plus, en fait, on ne peut pas faire de la non-violence si on ne contrôle pas sa propre image. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça que la non-violence, c'est plus un mode opératoire qui fonctionne aujourd'hui. On peut plus, parce que on ne contrôle pas cette image. Et c'est pour ça qu'il y a une guerre qui se joue, et pour moi, c'est l'une des guerres politiques les plus importantes de notre époque, c'est qui commente les images, qui les produit et qui les commente. Et c'est pour ça que la guerre, elle se passe sur Internet. Qui commente, qui a la légitimité de commenter, et qui a une audience pour être capable de donner du sens à ce qui se passe, aux événements et aux images. C'est pour ça que moi, je pense que je suis plutôt à ma place. Il y a des gens, ils crachent sur les streamers tous les jours pour dire « Oh là là, c'est vraiment des boutiqués, nanana ». Moi, je trouve que j'ai plutôt mon efficacité à avoir pris cette place. Parce que si c'est cette guerre qui est une des guerres les plus importantes, alors je participe, vu que je commente les images. Et je transmets à une audience le sens que je donne à ces images et à ces événements. Qui est précisément
Ce pourquoi les milliardaires rachètent des médias pour être capables de faire la même chose que moi. Et je fais la même chose qu'eux, mais je le fais contre eux, tu vois. Enfin bref, boutiquière, retournez à l'usine, et puis et soyez dépressifs et regardez la télé et pleurez. Voilà, c'est ce que proposent ces gens, j'imagine. Voilà, donc moi j'aime bien le mot obéissance personnellement. Je le distingue avec soin de servitude. La servitude, c'est effectivement soumettre. L'obéissance, le mot étymologique est assez intéressant. Ça vient de ob audire en latin, qui signifie prêter l'oreille. Attends, faut l'écouter lui, faut le cerner là. Faut le cerner ce petit con là. Quand on obéit, on prête l'oreille au fait qu'il y a des autres et du réel. Putain, c'est bien vrai ça. Et quand y a un chien, un petit caniche de merde là, au bout d'une laisse, tous les jours il se prend des coups de pied et des claques parce que c'est un chien insupportable. Et quand il tend l'oreille parce que son maître se met à grommeler là, c'est vrai qu'il est obéissant ce chien. Et je pense pas qu'il est soumis ce chien, il est obéissant, il tend l'oreille. Vous avez compris? C'est ça qui est important, c'est que le chien n'est pas bête, le chien écoute. Honnêtement, vivre en société en valorisant la désobéissance, de manière ontologique, hein, ça n'a strictement aucun sens. Complètement con. Mais ce mec-là, il aurait vendu sa mère aux nazis. Hein. Ça n'a absolument aucun sens de désobéir, voyons. Ce gentil officier nazi à ma porte me demande simplement quelque chose, et moi je tends l'oreille et je suis obéissant. Nous devons effectivement obéir. Après, pas être servitude. Un peuple libre obéit mais ne sert pas. Quoi? Mais ça veut dire quoi? Et c'est qui a dit ça? Aristote? Je sais pas. Il a des chefs, mais il n'a pas de maître. C'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau. Ah, c'est Rousseau. C'est Rousseau. C'est pas moi qui le dis, c'est Rousseau. C'est Rousseau qui l'a dit quand même. Éloge de l'obéissance, je caricature pas votre pensée, non. Hein, Pierre-Henri Tavoyeux. Mais la nuance n'existe pas. C'est complètement con ce qu'il vient de dire. Et moi j'ai bien envie d'avoir l'extrait de Rousseau qui en parle, parce que je suis sûr qu'il y a plus que ça. Qu'en pensez-vous, Clément Viktorovitch? Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que justement aujourd'hui, l'expression, ou du moins la thématique des honnêtes gens, s'applique à des gens qui n'obéissent pas précisément. Souvenez-vous ce qui s'est passé au moment du mouvement des agriculteurs. C'était l'an dernier, nous avions des agriculteurs qui manifestaient en bloquant les routes, donc c'est une infraction aux règles, une infraction au droit de se mouvoir dans l'espace public, qui manifestaient même parfois en plastiquant des bâtiments administratifs. Klemovic, les agriculteurs, quand ils viennent avec leurs tracteurs, ils font exprès d'arriver après l'heure de pointe sur les autoroutes parce qu'ils ne veulent pas bloquer la circulation. Ils préviennent les autorités quand ils vont manifester. Ils leur disent « Oh les gars, on arrive avec des tracteurs, on est en colère. Bon, par contre, on vient vers 10h, 11h, parce que sinon on va bloquer le trafic et les honnêtes gens ne pourront pas aller au travail. » Ils obéissent. Ça n'est pas les mêmes manifestants que... Genre, c'est pas les mêmes, en fait. Faut analyser les modes de lutte, parce c'est pas les mêmes, en fait. Les jets de fumier sur la préfecture. Oui, mais en plus, déjà, dans les agriculteurs, il y a plusieurs formations. J'ai pas l'impression que la FNSEA, c'est pareil que coordination rurale. Non, attends, c'est quoi déjà? Coordination rurale, c'est les fachos. Et c'est quoi déjà, les autres? C'est Confédération paysanne. Ça y est, je m'en suis rappelé. J'ai pas l'impression qu'ils fonctionnent de la même manière. Je pense pas que la Confédération paysanne prévient quand ils vont manifester pour pas bloquer le trafic. Et c'est pour ça qu'on les criminalise un peu plus. Darmanin est interrogé à ce sujet sur TF1. Que dit-il? Il dit « Je ne vais quand même pas envoyer des CRS sur ces personnes-là. Ce sont des personnes qui souffrent. Qu'est-ce que l'on entend derrière en filigrane? Ce sont des honnêtes gens. » En fait, pour moi, quand Darmanin dit ça, c'est comme s'il venait de passer à tabac quelqu'un dans la rue et il se barre. Après 15 minutes de passage à tabac, le mec est en sang, il est évanoui. Il se barre et il y a quelqu'un dans la rue qui lui dit « Vous voulez pas lui remettre un coup ?» Et il dit « Oh non, quand même, c'est des gens qui souffrent. » Des gens qui soufflent, là, on vient de les tabasser pendant 15 minutes, là. On va pas remettre un coup, monsieur. Et vous vous rendez pas compte. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des personnes qui, de toute évidence, enfreignent les règles. Les délinquants financiers, Nicolas Sarkozy, qui enfreint les règles, qui est démis de sa Légion d'honneur, et dont les mêmes qui parlent de la France des honnêtes gens, Darmanin, Retailleau, disent aujourd'hui, tout de même, c'est un grand président, vous n'allez pas lui faire ça. Donc là, ce que l'on voit, c'est que, par prétexte que certains seraient des honnêtes gens, il faudrait être conciliant, accepter qu'ils n'obéissent pas, accepter qu'ils enfreignent les règles. Accepter que c'est un peu des Gaulois réfractaires et que de temps en temps ils poussent une petite gueulante, mais on les aime bien quand même, car ils sont pour l'unité suprémaciste blanche de la nation. Et c'est vrai que c'est important quand même, parce que ces Congolais qui minent du coltan, il faut quand même les laisser vivre dans les conditions qui sont les leurs pour avoir le coltan pas cher et pouvoir faire des ordinateurs portables, vous comprenez? L'ordre du monde est ce qu'il est. Le racisme, c'est pas plus mal. Donc les Gaulois réfractaires, on les aime bien quand même. Ils sont quand même pour qu'on aille faire du business en Afrique. Quand d'autres, que l'on considère comme des voyous, comme des assistés, comme des personnes intrinsèquement mauvaises ou dangereuses,
causes, elles, on les frappe avec toute la force possible de la puissance publique. Et ça me semble problématique. Démagogie de ce concept, Pierre-Henri Non, je Tavoyot? pense pas. Démagogie de ce concept, Pierre-Henri Tavoyot? Pas des... C'est de la démagogie? Non, mais si on commence à trier Oui, entre non, les... Regardez. Tiens, on a dit démagogie. C'était... Si, c'est dit, oh, je suis un mec important, moi. Je remets mon costard, là. Pas des... Non, mais si on commence à trier entre... Oui, je vais être important. Je suis un mec important. S'il vous plaît, rappelez-moi pour la prochaine émission. Après, vous payez pas très bien chez France Inter. J'hésite à devenir chroniqueur chez Hanouna. les honnêtes malhonnêtes et les malhonnêtes honnêtes. Je pense que, en fait, en fonction de leur place dans la hiérarchie sociale. Il a dit structurellement. Va-t-il être basé? La démocratie doit lutter entre deux conflits symétriques. Le premier est bien identifié, c'est ce que Tocqueville appelait la tyrannie de la majorité. Cette majorité qui peut être silencieuse, d'accord, et qui peut être au contraire tyrannique, c'est-à-dire faire en sorte effectivement qu'elle opprime des minorités. Ah putain. Il y a un deuxième travers possible, c'est ce qu'on appelle la tyrannie des minorités. C'est quand, et c'est rendu particulièrement efficace par l'activisme et aussi les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'accès sur ressources propres à une forme d'interventionnisme dans l'espace public. Oui, mais attends, s'ils sont sur les réseaux sociaux, c'est précisément parce qu'ils peuvent pas trop aller dans l'espace public pour le faire, non? Et la tyrannie des minorités, c'est de faire en sorte qu'une minorité impose en fait sa loi à l'ensemble de la majorité qui... Putain, les trans, quoi, les trans! Les trans! Vous nous faites chier, bordel, les trans! On voit ça, je vais mettre un peu les pieds dans le plat, vous voyez, dans le débat très subtil sur la question de l'inclusion aujourd'hui. C'est très intéressant ce débat, parce qu'il y a, si je puis dire, la bonne inclusion et la mauvaise inclusion, comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. La bonne inclusion, c'est aider un individu qui est en difficulté à s'intégrer au collectif. Et puis il y a l'inclusivité. Ah, le creuset de la République. Ah, bah non, mais on voit de quel team il est, hein. C'est bon, team printemps républicain un peu. Aider un individu qui est en difficulté à s'intégrer au collectif. Mohamed, arrête de voler le petit pain de Jérémy. Viens lire Voltaire et Zola. Viens lire le bouquin. Viens devenir français, viens. Et puis il y a l'inclusivisme. L'inclusivisme, c'est forcer le collectif à s'adapter à chaque différence individuelle. On le voit très bien pour la question des toilettes. Les toilettes, voilà, pour handicapés, c'est de l'inclusion. Les toilettes pour les LGBT+, trans, c'était... Ah oui, je l'ai senti, j'ai le nez pour les voir. Bien sûr, je préchote. Bah oui, ça se voit que c'est un gars de cette type-là. Pourquoi je suis flou? Cette fameuse guerre des toilettes qui a eu lieu aux États-Unis. Oui. La guerre des toilettes, vous vous rendez compte quand même? C'est une sacrée guerre, la guerre des toilettes. Je me rappelle, en 2006, je me rappelle ma mère. Elle achetait du PQ sur un trans, quoi. C'était vraiment la guerre. Clément Viktorovitch. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant la tyrannie des minorités. On peut s'en inquiéter autant que l'on veut. Ce qui m'inquiète, par contre... Non mais attends, mais Klemovic, oh moi je m'en fous quand même là. La tyrannie des minorités, si on s'inquiète pour ça, grand bien t'en fan. Mais Klemovic, laisse pas passer ça. Il a dit la guerre des toilettes. Il a comparé le Vietnam avec la guerre des toilettes. La tyrannie des minorités, on peut s'en inquiéter autant que l'on veut. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est l'oppression de leurs droits. C'est le fait que les droits fondamentaux, les libertés publiques de certains groupes, peut-être minoritaires, soient menacés dans notre pays. Et en l'occurrence, quand on commence à parler de la France des honnêtes gens, par contraste, on a, je le disais, des personnes qui seraient intrinsèquement... Ah, il boucle. Ça y est, il m'a énervé. En fait, ça y est, il a révisé sa fiche, il savait à peu près quoi dire, mais du coup, il va pas plus loin, en fait, il répète sa take. On a compris, Klemovic, c'est bien, tu as compris le concept. Tu as compris le concept. Mais tu as le droit d'improviser, Klemovic. Tu as le droit de t'énerver aussi. Tu as le droit de t'énerver parce que ce mec dit des conneries. Et ça aussi, ça s'incarne dans les politiques publiques. Qu'est-ce qu'on voit en ce moment? On voit que dans plus en plus de villes, des arrêtés municipaux sont pris pour imposer un couvre-feu aux mineurs dans certains quartiers populaires. Donc ça veut dire que si vous êtes un jeune dans un quartier populaire de Béziers et que vous avez 14 ans, eh ben vous pouvez pas sortir dans la rue tout seul, vous pouvez pas vous balader, aller voir votre copain. Par contre, si vous avez exactement le même âge dans un quartier plus aisé de Béziers ou dans le 5e arrondissement de Paris, là aucun problème, personne n'y voit de difficulté. Pourquoi? Parce que dans les quartiers populaires, les gens sont tous des voyous en puissance, qu'ils sont tous des délinquants en puissance et qu'à ce titre, il faut les frapper par la puissance publique, alors qu'ailleurs, ce sont des honnêtes gens. Pas besoin de s'en inquiéter. Derrière ce concept, moi, ce que je vois potentiellement, c'est une rupture profonde et qui me paraîtrait dangereuse pour la démocratie. En tout cas, c'est présenté comme tel. Mais après, dans les honnêtes gens, il y a aussi les assistés. Et par assistés, on entend les blancs et les blancs indigénisés. Parce que très souvent, c'est ce qui va revenir, en fait. C'est que le blanc qui vit au RSA, il s'habille en quechua, quoi. Du coup, il ressemble un peu à une racaille. Vous vous rendez compte, quand même? Est-ce que ça n'est pas une notion, dernière question, qui marche main dans la main avec celle de bon sens?
C'est une notion qui est aussi floue que celle de bon sens. Voilà, on est d'accord. Mais alors, c'est étonnant de voir à quel point. Ah non, elle est pas floue. Elle est pas floue, cette notion. C'est un élément de langage des politisants, mais elle est pas floue. Chers honnêtes gens, voilà, je vais appeler au bon sens. Voilà, donc là, ça peut être des géométries ultra variables. Le bon sens, c'est une bonne chose quand c'est le bon sens, mais voilà, ça peut être utilisé comme une justification a posteriori de choses tout à fait sidérantes. Donc là-dessus, bon, voilà. Il dit rien, en fait. Spécialiste de rhétorique. Comment il lui a mal parlé, le spécialiste de rhétorique, là. Moi, j'ai lu Aristote, monsieur. Le sens commun défini par Kant dans la critique de la faculté de juger, c'est penser par soi-même, penser en se mettant à la place d'autrui et penser toujours en accord avec soi-même. Et ça, c'est un concept qui est extrêmement solide. Mais sur la morale, Kant s'est fait baiser. Il s'est fait baiser par le nazisme, justement. L'honnête homme, au sens des humanistes, c'est pareil. On peut le définir très très précisément. Je laisse les politiques l'usage de leur concept. Il a parlé de Kant et il a dit c'est bien quand même, et c'est tout. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est que vous avez des concepts qui peuvent avoir des définitions philosophiques. Mais voilà le problème de Klimovitch en fait. Klimovitch, tu as le droit de lui rentrer dans l'art, tu as le droit de t'énerver, tu as le droit d'incarner les idées que tu défends. Tu n'es pas obligé d'être mielleux sur tous les plateaux pour te faire réinviter. Après c'est une strate, écoute Klimovitch, si c'est ta strate, si ce sont même tes affects de ne pas t'énerver sur des plateaux parce que tu vois la sociologie et tu sais comment ça fonctionne et tu as cette expérience. Grand bien t'en fasse. Mais c'est trop bizarre. Oui, insulte-lui, ça daronne un peu, c'est pas très grave, ça va. Mais lui, son nez dans le caca. Extrêmement précises et rigoureuses, mais qui sont totalement vidées de leur sens dans la langue politique. Ah, bah oui, après, il a raison. La philosophie bourgeoise vide complètement de son sens la philosophie. Et surtout, dans quel contexte elle a existé. Parce que c'est ça, la vérité. Si les bourgeois, ils vous dégoûtent de la philosophie, et le système scolaire, parce qu'il est quand même conçu pour des bourgeois aussi, à moins que vous ayez un prof de philo qui soit pas bête, et qui en ait conscience, et qui essaye de vous faire de la philosophie différemment. Mais si la philosophie scolaire elle est dégoûtante, c'est pas parce que c'est une philosophie référencée, c'est parce que les références n'ont aucun putain de sens telles qu'elles vous sont présentées. Quand on vous dit Spinoza c'était un mec super bordel, Spinoza il a dit des trucs trop cool quoi, regarde il a dit des trucs cool. Oui mais Spinoza il habitait à quelle époque? C'était quoi la société dans laquelle il vivait? C'était quoi les problèmes que rencontrait la société? Quel truc il a vécu individuellement pour se mettre à penser comme ça? Est-ce que le prof de philo il t'explique que Spinoza il a failli se faire poignarder? Est-ce qu'il t'explique que Spinoza il s'est fait excommunier. Enfin, excommunier, mais par la communauté juive. Est-ce qu'il t'explique pourquoi il y avait des juifs à l'époque aux Pays-Bas? Pourquoi les Pays-Bas avaient cette position un peu multiculturelle, plurireligieuse? Explique-moi ça! Explique-moi ça! C'est comme ça que tu vas m'intéresser à la philosophie, en fait. Donc oui, bien sûr que les bourgeois, ils dépolitisent la philosophie. Bien sûr. Le bon sens en est un bon exemple. Effectivement, aujourd'hui, quand un politique en appelle au bon sens, c'est généralement une manière de bloquer l'esprit critique des auditeurs et des auditrices, de dire simplement, ne réfléchissez pas trop, l'apparence vaut pour jugement définitif. Ce qui vous vient en première intention, c'est ce qui doit rester. En ce sens, les honnêtes gens, il y a quelque chose de cet ordre. C'est un concept mobilisateur. Tout le monde a l'air de pouvoir se retrouver derrière. Tout le monde a envie de se percevoir comme honnête. Mais en fait, l'efficacité du terme, c'est que pour des gens qui n'ont pas de colonne vertébrale politique, c'est cool en fait d'être un honnête gens. C'est bien en fait. Même les gens qui sont la cible du système, genre je sais pas moi, des Arabes, ils peuvent se dire ah ouais putain, il a raison Retailleau, les honnêtes gens quand même. Voilà, c'est ça le problème. Les honnêtes gens, moi je crois que cool. Ce mot est porteur derrière d'une idéologie. Tout le monde a envie d'être quelqu'un de bien, quoi. Ou du moins d'une volonté publique qui, elle, me paraît tout à fait délétère. Bah, il y a nous et les autres, quoi. Merci à tous les deux, Clément Viktorovitch, Pierre-Henri Tavoyot. Bah, écoutez, le débat, en fait, moi, je suis heureuse que Klimovitch, il ait quand même apporté la dimension un peu producériste, mais sans la nommer. Merci, Klimovitch. Mais après, en fait, le problème de Klimovitch, c'est que je comprends sa strate sur les plateaux télé, mais vu qu'il ne rentre pas dans l'art de l'autre, ça veut dire que sa parole est légitimée comme à peu près mise au même niveau. Pour enlever cette légitimité, il faut que tu lui rentres dedans. Le problème, c'est que du coup, c'est un peu le marché des idées. Tout est comparable. Mais pour précisément baiser cette idée de marché des idées, il faut s'attaquer aux idées des autres. Et sur les plateaux télé aussi. Après, le risque, c'est de plus faire inviter sur les plateaux télé. Parce que tu veux gagner un débat. Passionnant débat en un chien de garde bourgeois et un mou du bulbe. Oui, après, voilà, si Klimovitch est un mou du bulbe, c'est certainement, il est top tier mou du bulbe. Vous voyez ce que je veux dire? Il est quand même bon, Klimovitch. Il est quand même très bon. Mais oui, moi, ce que j'aime pas trop chez lui, justement, c'est ce ton. Je comprends pas ça, en fait. Alors, il a pas débunk l'anti-wokisme de l'autre, je suis déçu. Oui. Ah, la guerre des toilettes, hein. Ah, je m'y attendais pas. Enfin, si, je m'y attendais, mais ça m'a surpris quand même. Bref, bon, bah, c'était intéressant.